Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir accueillir Monsieur Gaby Charoux, maire de Martigues. Monsieur le sous-préfet d'Istres, cher Christophe Borgus, Monsieur le député, Monsieur le maire de Port-de-Bouc, cher Laurent Belsola, Monsieur le maire de Fos-sur-Mer, cher René Raymondi, Monsieur le maire de Saint-Mitre-les-Remparts, cher Vincent Goyer, Monsieur le maire de Bouc-Bel-Air, cher Richard Maguet, Monsieur le maire de Mimé, président de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône, cher Georges Christiani, Madame la conseillère régionale Patricia Collin, représentante de Renaud Muselier, Monsieur le président de la région Sud, Madame la conseillère départementale, chère Magali Giorgetti, Monsieur le conseiller départemental, cher Gérard Fro, Madame Linda Casta, conseillère au cabinet de la présidente de la métropole, Messieurs les premiers adjoints au maire de Miramas, de Châteauneuf-les-Martigues et de Fos-sur-Mer, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames et Messieurs mes amis du conseil municipal de Martigues, chers amis et camarades, Monsieur le lieutenant-colonel Pierre-Louis Rousseau, représentant du colonel Sébastien Estève, commandant de la base aérienne 125, Monsieur le major commandant la base fluviale et nautique de Martigues, Madame la chef du district de Martigues de la direction de la police nationale, chère Charlotte Mélinger, Monsieur le chef de groupement du SDIS, cher Frédéric Thomasson, Monsieur le chef du centre de secours principal, cher Alexis Mollier, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Martigues, cher Loïc Mondoloni, Monsieur le directeur adjoint de la valorisation du patrimoine et de l'innovation du port de Marseille-Fos, Madame la présidente d'Action Logement des services PACA et Corse, Mesdames et Messieurs les agents du service municipal de Martigues et vos représentants syndicaux, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, très cher Martégal, très cher Martégot, chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir à l'occasion de cette grande cérémonie des vœux. Une cérémonie avec laquelle nous avons renoué l'année passée sous ce format afin de nous rassembler dans un cadre festif et convivial grâce à la mobilisation et à l'engagement de nombreux agents municipaux que je veux remercier et saluer ce soir. Merci beaucoup à eux. Une cérémonie à travers laquelle je tiens à vous présenter, au nom du conseil municipal de Martigues, mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de joie et de prospérité. Une cérémonie fidèle aux valeurs de solidarité, d'humanisme et de tolérance qui font la grandeur de notre ville. À l'aube de cette nouvelle année, c'est le cœur serré et plein de compassion que je veux redire le soutien plein et entier de notre ville de Martigues à l'égard de nos compatriotes mahorais et mahoraises qui traversent un drame terrible suite au passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte. Cette catastrophe nous rappelle notre propre vulnérabilité face aux aléas et aux dérèglements climatiques. Mais l'ampleur des dégâts nous dit aussi combien nous pouvons être inégaux devant une telle catastrophe. Car nous ne pouvons pas ignorer que les habitations précaires, faites de bois et de tôles, ont fait de Mayotte un territoire à la fragilité accrue. Nous ne pouvons pas non plus omettre la lenteur des réponses apportées pour aider, pour accompagner, pour sécuriser les Mahoraises et les Mahorais qui, légitimement, ont le sentiment d'avoir été abandonnés, parfois trahis. L'urgence humanitaire d'aujourd'hui appelle des mesures exceptionnelles. Elles vont venir. Elle appelle aussi le gouvernement à une prise de conscience pour que demain, chaque habitant de Mayotte ne soit plus à la merci
de futurs épisodes cycloniques. L'égalité républicaine ne peut pas être un simple slogan. Elle doit être une réalité qui se concrétise en actes, ici comme à Mayotte. Cette solidarité pour nos amis mahorais, endeuillés et meurtris, nous l'exprimons également pour tous les peuples qui souffrent dans leur chair. Depuis Martigues, nous disons notre rejet de la guerre. Nous affirmons notre engagement pour une société de paix. Cet engagement, qui s'inscrit dans le temps, peut sembler dérisoire lorsque l'on questionne nos moyens ou les prérogatives d'une commune. Et pourtant, cet engagement est essentiel quand on sait que l'indifférence au malheur du monde est souvent synonyme d'impunité pour celles et ceux qui commettent les pires atrocités. Ne détournons pas le regard des guerres qui éloignent chaque jour notre monde de cet humanisme qui devrait être le sien. Souhaitons que les armes se taisent enfin en Ukraine. Souhaitons, face à la folie génocidaire de Benyamin Netanyahou, que les peuples palestiniens et libanais se relèvent de leurs blessures profondes, que le peuple israélien retrouve sa paix, auquel il a droit aussi, et qu'une paix juste et durable puisse advenir le plus rapidement possible au Proche-Orient. Cette aspiration à la paix nous guidera en 2025, comme jusque-là, et comme elle l'a toujours fait, plus lointainement par le passé, pour nous permettre de nous dresser avec conviction devant toutes les formes d'obscurantisme et de barbarie. En disant cela, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes de l'attentat terroriste du 7 janvier 2015 dont nous avons commémoré il y a 2 jours le triste anniversaire. Il y a 10 ans, le terrorisme islamiste ensanglantait la capitale. Il y a 10 ans, la liberté d'expression, la liberté de rire, la liberté de contester, la liberté d'opinion tout simplement, était assassinée de la plus ignoble des manières. Il y a 10 ans, nous avons pleuré dans l'unité la disparition de 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Ils s'appelaient Cabu, Woleski, Charbre, Bernard Maris, Philippe Honoré, Elsa Kaya, Tinius, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Frédéric Boisseau, Patrick Brinsolaro, Ahmed Merabé. Qu'ils soient dessinateurs, journalistes, chroniqueurs, correcteurs, agents de sécurité, invités de la rédaction, agents de maintenance ou bien aussi policiers, ils sont devenus les symboles de cette vie que les fanatiques méprisent. 10 ans après leur lâche d'assassinat, nous continuons d'honorer leur mémoire, au même titre que celle des victimes de l'attaque terroriste et antisémite de l'Hypercacher qui s'est déroulée le 9 janvier 2015 et qui a coûté la vie à Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab. Nous pensons également à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale lâchement abattue par un terroriste la veille de la prise d'otage sanglante de l'Hypercacher. Nous n'oublions pas, bien sûr, toutes celles et tous ceux qui ont péri dans la série d'attentats du 13 novembre de cette même année 2015, mais aussi dans l'attentat terrible du 14 juillet 2016 à Nice, ainsi que Samuel Paty ou Dominique Bernard, qui furent quelques années plus tard des nouvelles victimes du terrorisme. Il y a 10 ans, nous soulignions l'unité qui était alors la nôtre, celle d'une République qui, assaillie, refusait de courber l'échine et de se taire. Nous disions l'importance de maintenir intacte cette unité, de la faire vivre quotidiennement. Dans une société de plus en plus violente, de plus en plus divisée, nous voyons que cette tâche n'est pas aisée. Mais il est de notre devoir de la remplir en réunissant toutes celles et tous ceux qui croient comme nous que la France peut fédérer au-delà des différences. Questionner le mal pour mieux le combattre, pour trouver les moyens de lutter contre le fléau de la radicalité qui mène au terrorisme et à la barbarie. Voilà une mission qui nous est commune. À ce titre, nous devons faire nôtre les enseignements des procès qui ont eu lieu et qui ont été particulièrement éprouvants pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés directement par ce drame absolu. Et nous pensons, nous, avec mes camarades et mes amis, ici, bien évidemment, à notre ami Sigolène Vincent, élu à nos côtés du conseil municipal.
Nous leur témoignons notre solidarité et nous leur disons qu'à leur côté, nous serons toujours de celles et de ceux qui défendront la démocratie, la liberté de la presse et la liberté de caricaturer. Nous étions Charlie hier, nous le sommes aujourd'hui et nous le serons demain, sans compromission, sans faiblir, résolus à combattre l'intolérance et les extrémismes, qu'ils soient politiques ou religieux. Notre unité sera d'autant plus forte si nous parvenons enfin à rejeter toute forme de haine, de racisme, d'intolérance ou de xénophobie. Notre unité triomphera si nous restons fidèles aux valeurs républicaines auxquelles nous sommes viscéralement attachés. Nous, oui, nous, les héritiers de ces résistants, de ces héros qui ont combattu l'occupant nazi, les héritiers directs, nous le sommes, les héritiers directs de ces femmes et de ces hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté. C'est ce que nous pouvons collectivement nous souhaiter pour cette nouvelle année 2025, en n'ignorant rien des difficultés et des obstacles qui sont devant nous. 2024 a été une année éprouvante pour beaucoup de Français et de Françaises, une année inédite, faite d'incertitudes, de doutes, mais également d'espérance, de plaisir, de réussite, d'immense satisfaction, à l'image de la réussite que furent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'instabilité politique qui traverse notre pays interroge. Elle n'est pas de nature à nous rassurer. Nous la regrettons, d'autant plus qu'elle favorise le retour des dogmes les plus abjects, les plus réactionnaires, des dogmes que l'on pensait d'un autre temps, des dogmes hérités des ors les plus sombres de notre histoire contemporaine. Dans la continuité d'une année 2024 marquée par l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian, marquée aussi d'ailleurs par le 80e anniversaire de la libération de Martigues, il est à mes yeux essentiel, pour ne pas dire vital, de refuser cette banalisation honteuse d'une formation politique fondée, comme nous le savons, par un ancien Waffen-SS, par d'anciens collaborateurs et par des nostalgiques du régime de Vichy. Mais nous pouvons aussi nous féliciter du sursaut citoyen et républicain qui a permis à notre pays de résister aux dangereuses sirènes de repli sur soi. Un sursaut qui s'est aussi manifesté pour signifier une aspiration profonde au progrès et à la justice sociale. Et je ne peux que déplorer que cela n'ait pas été pris en considération. En niant la victoire du nouveau Front populaire, Monsieur le Président de la République a accentué une crise politique et démocratique que nous n'avons pas réclamée, avec le résultat que nous connaissons. 2 gouvernements successifs en manque de légitimité populaire, 2 gouvernements en proie à des compromissions, 2 gouvernements qui n'ont pas semblé prendre conscience des attentes de nos concitoyens. Dans ce marasme, les communes ont su rester dignes, en poursuivant les missions qui sont les leurs, en continuant d'œuvrer en faveur de l'intérêt général, toujours. À l'instabilité nationale, nous répondons par la constance du rôle des communes qui protègent et qui émancipent. Et je voudrais rendre hommage ici aux élus locaux et à mes collègues maires qui sont ici ce soir. Je sais l'engagement qui est le nôtre, à chacun d'entre nous. Je sais aussi que nous faisons, dans notre diversité et dans notre complémentarité, la démonstration quotidienne de l'utilité de notre action. Si notre pays, et avec lui notre République, traverse des moments troubles, ils peuvent cependant compter sur les collectivités locales. Des collectivités locales qui s'emploient chaque jour, n'est-ce pas, Monsieur le Président de l'Union des maires, cher Georges, qui s'emploient à parer les insuffisances, parfois, d'années de politique libérale conduite par des gouvernements successifs. Dans la proximité, dans l'écoute, les collectivités territoriales, et donc plus particulièrement les communes, ont su innover et s'adapter pour aider et accompagner nos concitoyens dans les moments les plus difficiles. À Martigues, cela a été rendu possible grâce aux différents services publics municipaux que nous avons bâtis sur la durée, comme beaucoup de mes collègues ici présents d'ailleurs. Face aux crises sanitaires, économiques, sociales, les choix politiques qui ont été les nôtres par le passé se sont avérés payants pour sécuriser les usagers. Nous allons
Nous avons pu, en effet, nous appuyer sur un haut niveau de service public. Un service public qui est accessible à toutes les martégales et à tous les martégots et à chaque étape de la vie. Oui, nous pouvons nous prévaloir de la qualité de nos politiques publiques. De la petite enfance jusqu'au bel âge, en passant par tout ce qui contribue à une vie d'adulte épanoui, nous répondons en permanence présents dans l'intérêt de chacune et de chacun de nos concitoyens. Parce que nous avons parié avec les élus de la majorité municipale, merci mes amis, sur le service public, parce que nous avons fait le choix de ne pas le livrer au monde marchand, nous avons fait de Martigues un refuge apaisant dans un monde instable et incertain. Soyons fiers du chemin que nous avons emprunté. Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers du développement de notre ville, de son histoire, de ce qu'elle représente. Ici, l'égalité d'accès aux droits, à la culture, aux loisirs, aux vacances, à l'éducation, à la formation, au sport, ou bien encore à une alimentation saine et équilibrée, ou bien encore au droit à la santé, se soigner, ceci est une réalité de chaque instant. Ici, la démocratie de proximité s'exprime avec vigueur depuis plus de 40 ans. Ici, nous menons les combats nécessaires pour défendre tous les services publics, y compris d'ailleurs ceux qui ne relèvent pas de la compétence directe de notre municipalité, à l'image de notre centre hospitalier, de nos bureaux de poste mis à mal, ou bien encore de notre maison de santé pluriprofessionnelle de l'Escaillon. Ici, nous avons été précurseurs dans la défense de nos espaces naturels, qui occupent plus de la moitié des 7400 hectares de notre commune. Ici, nous relevons avec détermination les défis environnementaux de notre temps, en engageant la transition écologique et énergétique, en rendant nos bâtiments publics moins énergivores, en protégeant notre biodiversité, en développant les mobilités douces, en encourageant les circuits courts et en innovant dans notre approche de la gestion des espaces verts. Ici, nous œuvrons à l'émancipation du plus grand nombre. Ici, nous sécurisons au maximum les parcours de vie des femmes, des hommes, des enfants et des familles. Ici, nos crèches sont 100% publiques. Notre conservatoire de musique et de danse, Pablo Picasso, dont nous avons fêté les 10 ans en 2024, est gratuit, tout comme nos centres d'initiation sportive, nos navettes maritimes, nos classes de découverte, nos classes de voile, l'apprentissage de la nage dans nos piscines ou les sorties au cinéma et au musée et au théâtre pour les enfants de nos écoles. Ici, nous portons des projets novateurs pour permettre à chacun d'avoir accès à des équipements et à des infrastructures de qualité, comme en attestent les réalisations en 2024 d'un espace intergénérationnel à l'ancien asile Philippe Jourde et d'un nouvel office de tourisme et de loisirs à l'hôtel Cola de Pradines. Ici, nous nous engageons pleinement pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes. Et je veux profiter de l'instant qui nous réunit pour rendre hommage et saluer à celle que chacun connaît désormais. Je veux souligner le courage extraordinaire de Gisèle Pellicot qui a fait face la tête haute à ses bourreaux. Pendant toute la durée d'un procès historique qui sera, comme l'a rappelé Maître Antoine Camus, je cite, « le terreau d'une prise de conscience, d'un changement des mentalités, d'un avenir meilleur qui romprait enfin avec une violence que l'on voudrait de notre âge. » Plus que jamais, Martigues est une idée neuve de la ville, un modèle inspirant, un modèle martégal, modestement et tout simplement, un modèle dont la cohérence, le sérieux, l'intégrité et la droiture ont été soulignés, d'ailleurs, par un récent rapport, très récent, de la Cour des comptes, dont la principale fonction, je veux le rappeler, est de vérifier la probité de la gestion des collectivités en contrôlant la régularité des actes qui sont pris. C'est une fierté pour nous, je le dis et je le souligne. Oui, ce modèle martégal est porté depuis plus de 60 ans par les différentes équipes municipales qui se sont succédées. Ce modèle, c'est le choix des habitants de notre commune. Ce modèle, au-delà de l'action de notre municipalité, c'est aussi le fruit d'une multitude d'initiatives, d'actions, d'idées, de projets, défendus avec détermination par les acteurs associatifs
et économique de notre territoire. Car je n'oublie pas que s'il fait bon vivre à Martigues, c'est aussi grâce à l'engagement de nos bénévoles associatifs, de nos artisans, de nos commerçants, de nos chefs d'entreprise et de nos salariés. Merci à eux, merci à vous d'œuvrer au rayonnement de Martigues. Merci. Martigues est une terre souveraine, une terre qui a toujours su maîtriser son destin, une souveraineté qui repose toutefois sur un principe constitutionnel parfois mis à mal. Je veux parler du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'est-ce pas, mes amis? Un principe aujourd'hui mis en péril au même titre que l'autonomie financière des collectivités, avec la suppression de la taxe professionnelle, puis de la taxe d'habitation, après la réduction de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et tant d'autres mesures. Voilà que notre ville, à l'instar des autres collectivités, est menacée d'être ponctionnée massivement par un vaste plan d'austérité imaginé par le précédent gouvernement, celui de Michel Barnier, et repris pratiquement à l'identique par le nouveau gouvernement de François Bayrou. Ce vaste plan d'austérité, s'il venait à être appliqué, serait un drame, à la fois pour nos services publics régaliens, mais également pour l'ensemble des régions, des départements et des communes de France. Il était annoncé 40 milliards d'euros comme montant des coupes budgétaires qui nous menacent, dont 5 à 10 milliards seraient directement ponctionnés sur les budgets des collectivités locales. Pour notre ville de Martigues, mesdames, messieurs, chers amis, ceci représenterait une perte colossale de plus de 6 millions d'euros, alors même que la ville contribue déjà à hauteur de 2 400 000 euros par an au redressement des comptes publics et de la dette publique. Cette perspective nous est insupportable et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, le 16 décembre dernier, organiser une réunion publique aux côtés de plusieurs sénateurs de notre département afin d'alerter la population sur les risques en présence, afin de rappeler les impacts sur notre ville, sur nos agents municipaux et surtout sur les usagers qui comptent sur nos services publics du quotidien. Pour prendre la pleine mesure du sacrifice qui pourrait nous être imposé demain, il convient de rappeler ce que représente, ce que je vais dire au conditionnel, pour rester optimiste, ce que représenterait 6 millions d'euros pour une commune comme la nôtre, qui avait été annoncé dans le projet de budget du gouvernement Barnier. 6 millions d'euros, mesdames, messieurs, chers amis, c'est ce qui permet de faire fonctionner chaque année 7 de nos 10 crèches municipales publiques. 7. 6 millions d'euros, c'est l'équivalent de 150 postes à temps plein de fonctionnaires municipaux. 6 millions d'euros, c'est la moitié des subventions que nous accordons à nos associations martégales. 6 millions d'euros, c'est le budget affecté à nos centres sociaux et à nos maisons de quartier. 12 équipements publics. 6 millions d'euros, c'est plus de 100% de notre participation annuelle au centre intercommunal d'action sociale que nous partageons avec nos amis de Port-de-Bouc et qui agit, ce centre intercommunal, dans les domaines clés que sont la santé, le social ou le handicap. Lutter contre cette ponction n'est pas une lubie, c'est un devoir, une cause qui doit nous rassembler. Un combat d'autant plus juste que les collectivités territoriales ne sont en rien du tout responsables de la dette de l'État. Durant les 30 dernières années, la dette des collectivités a baissé, quand celle de l'État a triplé. Les collectivités n'ont pas à payer une dette qui n'est pas la leur. Les collectivités, contrairement à l'État, ont l'obligation de voter leur budget à l'équilibre et participent déjà au redressement des comptes publics. Les mettre une nouvelle fois à contribution, c'est leur demander de renoncer à leur liberté financière, mais aussi aux choix politiques qui sont les leurs, aux investissements dans l'aménagement urbain ou la construction de logements par exemple, et de renoncer enfin à la vision qu'elles portent pour l'avenir des territoires qu'elles administrent. Ceci serait un non-sens au regard des missions qu'elles assurent. Ce serait une injustice que nous dénoncerons d'ailleurs et que nous combattrons en 2025 comme en 2024 pour la défense de nos administrés et pour la sauvegarde de notre modèle communal. Un modèle que nous défendons en prolongeant notre histoire locale.
qui est étroitement lié au développement industriel de notre pays. Et là, c'est avec mes amis, les maires des communes voisines, que je veux m'exprimer. Comme je l'ai déjà évoqué ici même l'an passé, à l'occasion de cette même cérémonie des vœux, nous soutenons activement les différents projets de réindustrialisation et de décarbonation de nos industries. Des projets nombreux sur notre territoire et qui sont en capacité de nous assurer un avenir industriel, vertueux et radieux pour des milliers et des milliers d'emplois à venir en phase avec les ambitions qui sont les nôtres en matière environnementale. Des projets que l'État nous encourage à mener à bien, et nous le faisons ensemble avec l'État, mais des projets qui se heurtent toutefois parfois à des injonctions contradictoires. C'est la raison pour laquelle je demande une loi d'exception, prévoyant notamment la création d'un établissement public. C'est le moment des vœux, alors on peut l'espérer, hein, monsieur le sous-préfet, mais également cher René, peut-être, hein, et cher Laurent, pour les plus proches, et également Vincent Goyer. La création d'un établissement public chargé de la mise en œuvre d'une stratégie globale et cohérente sur le territoire et dont la vocation serait de réunir l'ensemble des acteurs concernés, qu'il s'agisse de l'État d'abord, bien sûr, toujours, mais du GPMM, des collectivités, des industriels et des syndicats. Car sur la base d'un travail commun que nous serons en mesure de définir et de trouver les moyens pour y répondre, notamment en termes de développement des infrastructures qui nous seront utiles demain pour accueillir de nouveaux salariés sur notre territoire, que ce soit des routes, des voies ferrées, des transports d'électricité aussi. Voilà, la ville de Martigues y prendra toute sa part et saura être au rendez-vous de ce tournant majeur pour l'avenir industriel de ce grand ouest du département et de notre métropole. Cet atout industriel contribuera ainsi à développer l'attractivité de nos villes, mais de notre ville, de Martigues, au même titre que le développement exceptionnel d'autres filières. Je pense à la filière cinéma, avec un grand merci, cher Olivier Marchetti. Je ne me trompe pas, il est là. Merci, on peut le remercier de son enthousiasme et de ses actions en faveur de la filière cinéma. Merci, cher Olivier. Mais également de la filière. Et pourquoi je souligne cela et cette attractivité? Parce que là aussi, ce sont des centaines et des centaines d'emplois qui sont créés. Mais aussi la filière tourisme, mais aussi les services publics puissants et efficaces de la santé, même s'ils souffrent, et en ce moment ils souffrent beaucoup, les services publics de la santé, n'est-ce pas, cher Loïc Mondoloni, monsieur le directeur du centre hospitalier, mais aussi les services puissants de l'éducation, de la formation, de la culture et du sport. 2025 sera, vous le voyez, une année importante, faite de combats à mener, de défis à relever, mais de victoires à conquérir aussi. Depuis le début de ce mandat, en 2020, notre équipe municipale a déjà beaucoup fait. Beaucoup et presque tout, d'ailleurs. Notre projet de mandat a su se concrétiser dans les actes. Les engagements que nous avions pris avec les élus de la majorité municipale devant les Martégales et les Martégaux sont en effet largement remplis. En 2024, nous avons pu notamment livrer le gymnase Vallon, la zone jeune de Picasso, le mur anti-bruit de Fonsarrade. En 2024, nous avons pu lancer le campus des innovations et mettre en place la Rojal connectée. Et quelle satisfaction d'avoir pu entretenir notre patrimoine communal avec la rénovation de l'ancien asile Journe, transformé en pôle intergénérationnel, de l'hôtel Cola de Pradines, qui accueille désormais l'office de tourisme, ou bien encore, oui, notre patrimoine du stade Francis Turcan. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle pour ce dernier. Les travaux se sont conclus avec, mes amis, juste 9 mois d'avance. 9 mois de moins. Et c'est un véritable exploit qu'ont réalisé non seulement les services municipaux, que je veux saluer et remercier, mais également les entreprises qui, en 4 mois, ont réalisé tous ces travaux si rapidement, afin peut-être, je l'espère, très prochainement, encourager nos sangs et or à domicile, et peut-être, je l'espère aussi, c'est la période des vœux, alors j'y vais, de leur donner de la force pour aller chercher un maintien dans cette division de football que nous espérons toutes et tous.
À l'issue de l'année 2025, la quasi-totalité de nos engagements se concrétiseront avec de grands chantiers, comme l'extension du bâtiment occupé par le Martigues Sport Athlétisme au stade Julien Olive, la livraison du collège Marcel Pagnol, merci au département des Bouches-du-Rhône, l'aménagement de la place des Airs en jardin public. En 2025, vous pourrez à nouveau compter sur nous, avec intégrité, avec bienveillance, mais aussi avec un grand plaisir et une grande envie, avec le goût du service public, nous serons à vos côtés. Mesdames et messieurs, je veux pour terminer vous renouveler, ainsi qu'à vos proches, tous mes vœux pour 2025. Que cette nouvelle année nous apporte du bonheur, de la joie, de l'énergie, pour que vive Martigues, pour que vive la France, pour que vive la démocratie et pour que vive la République.